Si vous vous êtes déjà demandé ce qu'il se passait vraiment lors d'une bataille médiévale, laissez-moi vous expliquer. Pas la version cinéma, avec des combats à l'épée en ralenti, des armures parfaites et de la musique héroïque, mais la réalité, telle qu'elle était. Pour commencer, si vous étiez un soldat moyen, vous ne pouviez même pas entendre le signal pour attaquer. Le type avec la corne, il était généralement quelque part à l'abri, loin de la véritable bataille. Un choix intelligent de sa part. Les joueurs de cornemuse médiévaux avaient l'espérance de vie la plus élevée de l'armée, juste après les rois qui lançaient les guerres. Dans les 15 premières secondes d'une bataille, presque la moitié de la ligne de front trébuchait sur ses propres pieds ou sur ceux de ses camarades. Les champs de bataille médiévaux n'étaient pas des terrains parfaits de parade. C'étaient des champs boueux, avec des racines cachées qui attendaient de vous envoyer le visage dans la boue. Rien de plus impressionnant qu'un guerrier qui tombe sur le visage en criant « Ah, mon cheville !» On ne chargeait pas comme des héros dans les histoires. On avançait en se traînant dans une masse nerveuse, les genoux tremblants après des heures passées en formation. L'homme à côté de vous respirait bruyamment, sentant l'ail et la peur. Les bonbons à la menthe n'existaient pas à l'époque, ce qui explique probablement pourquoi les soldats criaient autant. C'était la seule manière de respirer sans sentir le déjeuner de votre camarade. Tout le monde hurlait, mais personne ne pouvait vous dire exactement ce qu'il criait. La plupart des hommes hurlaient, juste pour chasser leur terreur. Des études montrent qu'en combat, environ 70% des hommes émettent des bruits involontaires, dont ils ne se souviennent même pas après. Si vous pouviez traduire la plupart des cris de guerre médiévaux, ça sortirait probablement sous forme de « Maman, aide-moi, je regrette tout ». Puis vint le premier coup. Quelqu'un percuta votre bouclier. Vos oreilles bourdonnent, mais vous ne savez même pas si c'est à cause du coup ou du type qui vient de vous assommer avec son crâne. Le bruit est assourdissant. Ce n'est pas de la musique héroïque, mais un mur de grognements, de cris et de métal frappant métal ou chair. Votre bras vibre si fort sous l'impact que vos petits-enfants auront probablement des tremblements. 2 minutes après, votre grand plan de bataille s'est réduit à un seul objectif simple. Rester debout. Tomber signifiait la mort sous le poids des autres hommes qui vous piétinaient. Le sol devient glissant, recouvert de sang et de vomi. Vos bras vous font souffrir de porter votre bouclier. Le soleil tape fort, vous cuisant à l'intérieur de votre gambison rembourré. L'armure médiévale, le sauna portable le plus inconfortable au monde. Le seul programme de perte de poids où vous pouvez perdre 7 kilos de sueur ou la tête, selon ce qui arrive en premier. Votre monde se réduit à quelques mètres autour de vous. Vous ne voyez que les yeux terrifiés de l'homme en face de vous, qui est tout aussi confus que vous. À ce moment-là, vous êtes d'accord en silence pour dire que celui qui vous a parlé de gloire sur le champ de bataille mérite une place spéciale en enfer. Et tout cela n'était que le début. Si vous avez survécu à la première collision, vous alliez bientôt découvrir la dure réalité suivante de la guerre. Le véritable combat médiéval ressemblait davantage à un combat de rugby violent qu'à un duel d'escrime. Les combattants ne s'affrontaient pas un à un. Ils se regroupaient dès que possible. 5 contre 1. C'était une stratégie recommandée, pas un manque de fair-play. Les chevaliers ne suivaient pas un code d'honneur sur le champ de bataille. Ils suivaient le code « Je veux rentrer chez moi, vivant », qui passait avant tout le reste. La mêlée de corps rendait la technique de l'épée presque impossible à appliquer. Vous aviez environ 15 cm d'espace pour bouger votre arme. Impossible de faire ces grands arcs dramatiques de l'épée quand vous êtes pressé épaule contre épaule avec vos camarades. La plupart des combats à l'épée consistaient à pousser maladroitement votre lame en avant, comme si vous essayiez de toucher quelqu'un dans un métro bondé. De toute façon, les épées n'étaient pas souvent le coup fatal. Selon les analyses des fosses de bataille, la plupart des blessures mortelles provenaient de coups portés par le haut du crâne ou le cou, ce qui se produisait exactement lorsqu'une personne tombait et que les autres s'empilaient sur elle. La stratégie de bataille médiévale était moins battre l'adversaire de manière équitable, et plus donner un coup de pied quand il est à terre, puis encore un, puis peut-être un dernier pour la chance. Le pommeau de votre épée, cette grosse boule métallique au bout du manche, s'avérait souvent plus utile que la lame elle-même.
Les experts en épée appellent cette technique demi-sorting ou coup de meurtrier, où vous teniez la lame et balanciez le manche comme un marteau. Cette technique s'appelait le coup de meurtrier, probablement le nom le plus honnête qu'on ait jamais donné à un mouvement de combat. Les casques sauvaient des vies, mais créaient de nouveaux problèmes. Ils limitaient la vision à une petite fente et transformèrent votre tête en un four métallique sous le soleil. Après seulement 20 minutes de combat, la température à l'intérieur d'un casque médiéval pouvait dépasser les 40 degrés Celsius. Beaucoup de combattants mouraient, non pas de leurs blessures, mais d'épuisement dû à la chaleur. Les chevaliers médiévaux combattaient essentiellement à l'intérieur de saunas portables pendant que les gens essayaient de les tuer, faisant d'eux les hommes les plus courageux ou les plus fous de l'histoire. Si vous tombiez dans ce chaos, vous aviez environ 2 secondes pour vous relever. Pas à cause d'une règle, mais parce que c'était le temps qu'il fallait pour que des bottes commencent à vous écraser ou que des armes trouvent des failles dans votre armure. L'examen des sites de bataille médiévales montre que beaucoup de corps ont été retrouvés face contre terre, à quelques centimètres de boue. Pas de mort spectaculaire, juste une suffocation lente après une chute. Les blessures venaient souvent de directions inattendues. Votre armure pouvait arrêter une épée venant de l'avant, mais qu'en est-il du type qui vous frappe par derrière ou sur le côté? Un combattant typique subissait des attaques venant d'au moins 3 directions différentes en moins d'1 minute. Votre tête tournerait d'essayer de suivre toutes les menaces, ce qui est ironique, puisque l'objectif principal était d'empêcher que votre tête ne se détache littéralement de votre corps. L'écrasement, le piétinement et la désorientation prenaient plus de vie que les compétences de combat proprement dites. Si, par un miracle, vous survivez à cette pile chaotique, avec tous vos membres toujours en place, votre prochain défi serait de faire face à toutes les armes qui viendraient à vous. Les armes des batailles médiévales n'étaient pas les chefs-d'œuvre étincelants que vous voyez dans les vitrines de musées. La plupart étaient des outils rustiques conçus pour un seul but: briser tout ce qui se trouvait entre vous et les parties vulnérables de votre ennemi. Parlons d'abord des haches. Les haches de guerre n'étaient pas sophistiquées. Elles étaient à peu près les mêmes que celles utilisées pour couper du bois, mais modifiées pour couper à travers des boucliers, des armures et, malheureusement, des os humains. Elles avaient un gros avantage. Vous n'aviez pas besoin de beaucoup d'entraînement pour les utiliser efficacement. Balancez fort, visez à peu près de votre cible, et la physique fait le reste. Le problème, une fois que votre hache se plante dans quelque chose, qu'il s'agisse d'un bouclier en bois ou de la cage thoracique de quelqu'un, elle reste souvent coincée. Les découvertes sur les champs de bataille médiévaux montrent que beaucoup de porteurs de haches sont morts en essayant de tirer leur arme de la prise. Une hache coincée dans votre ennemi était l'équivalent médiéval de votre téléphone, qui meurt à 99% de batterie. Frustrant et potentiellement mortel. Les lances étaient l'arme la plus courante sur les champs de bataille médiévaux, certaines armées les utilisant pour jusqu'à 70% de leur force. Pourquoi? Elles étaient bon marché à fabriquer et nécessitaient un minimum d'entraînement. Un simple manche en bois avec une pointe métallique pouvait être produit en masse facilement, même par des royaumes plus petits avec des ressources limitées. Le véritable avantage, c'était la portée. Vous pouviez poignarder quelqu'un à 2 mètres de distance, tandis qu'il était encore en train d'essayer de se rapprocher assez pour vous toucher. Le problème, c'était la maniabilité. Dans des formations serrées, les lances devenaient plus un danger qu'une aide. Les archives de bataille mentionnent de nombreuses blessures accidentelles causées par les lances d'alliés. Beaucoup de soldats médiévaux étaient plus souvent poignardés par les lances de leurs camarades que par celles de l'ennemi. Une leçon douloureuse sur l'importance de garder un œil derrière soi, au sens le plus littéral. Les masses résolvaient un problème que les épées ne pouvaient pas, l'armure de plaque. À mesure que l'armure métallique s'améliorait, trancher dessus devenait inutile. La solution? Arrêter de couper et commencer à écraser. Une masse était essentiellement une boule métallique lourde au bout d'un bâton, conçue pour enfoncer l'armure, briser les os sans avoir à percer le métal. Simple, efficace et terrifiant. Les archives d'église de l'époque montrent que de nombreux chevaliers religieux préféraient les messes parce qu'elles ne couchaient
techniquement pas de sang, ne violant donc pas les restrictions religieuses. La logique médiévale dans toute sa splendeur. Je ne peux pas t'ouvrir en deux, mais je peux transformer tes entrailles en bouillie. Dieu est totalement d'accord avec ça. Les épées ont toute la gloire dans les histoires, mais elles étaient, en réalité, l'arme la moins courante sur les champs de bataille médiévaux. Pourquoi? Parce qu'elles étaient chères, vraiment chères. Une bonne épée pouvait coûter autant qu'une petite maison. Elle nécessitait de l'acier spécial, des artisans qualifiés et des années d'entraînement pour être utilisée efficacement. Seuls les nobles et les soldats professionnels les portaient habituellement. Et contrairement à la magie des films, les épées se cassaient fréquemment. L'analyse des épées retrouvées sur les champs de bataille montre que beaucoup avaient été réparées plusieurs fois avant leur dernier usage. Rien ne ruine un moment héroïque comme une épée coûteuse qui se brise en deux dès le premier coup, vous laissant avec ce qui revient à un très cher bâton en métal. Puis, il y avait les armes improvisées, les solutions désespérées des armées de paysans et des combattants de dernier recours. Les outils agricoles réutilisés pour la guerre étaient remarquablement courants. Les fléaux, les outils de battage, les fourches et même les pelles aiguisées apparaissaient régulièrement sur les champs de bataille médiévaux. Les archives de plusieurs grandes batailles indiquent que jusqu'à 20% des soldats ordinaires se battaient avec du matériel agricole modifié. Ces armes improvisées s'avéraient souvent étonnamment efficaces, principalement parce que personne ne s'attendait à être vaincu par un outil de jardinage. La mort par pelle n'était pas glorieuse, mais elle était tout aussi définitive que celle par épée, et bien plus embarrassante à expliquer dans l'au-delà. L'artisanat des armes variait énormément. Tandis que les rois et les nobles manœuvraient des pièces magnifiquement conçues, la plupart des soldats ordinaires utilisaient des armes produites en masse de qualité douteuse. La rouille, les manches desserrées et le métal mal trempé étaient des problèmes courants. Beaucoup d'armes se cassaient en pleine utilisation, laissant leurs propriétaires chercher des alternatives en urgence. À mesure que ces armes rudimentaires atteignaient leur cible, les combattants médiévaux apprenaient vite que l'armure ne les rendait pas invincibles, juste plus lents quand il s'agissait de fuir. Et les blessures laissées par ces outils brutaux, elles ouvraient la porte à un tout nouveau niveau d'horreur sur le champ de bataille. Toutes ces armes dont nous avons parlé n'étaient pas conçues pour être esthétiques. Elles étaient conçues pour déchirer les corps humains. Et déchirer, elles l'ont fait. L'armure aidait, mais pas autant qu'on pourrait le croire. La cotte de maille pouvait stopper une épée tranchante une fois, peut-être deux, mais un coup direct d'une hache ou d'une masse. Le métal se repliait directement dans votre chair, transformant votre protection en partie de la blessure. Les archives des chirurgiens de bataille indiquent qu'environ 40% des chevaliers blessés en armure avaient des os fracturés, malgré le fait que leur armure soit intacte. L'armure était en gros du film plastique médiéval. Elle pouvait supporter le premier choc, mais après ça, c'était juste des bruits de craquement à chaque fois que vous vous brisiez. Un coup à l'épaule pouvait entraîner tout le bras avec lui. Les armes médiévales ne faisaient pas de coupure nette. Elles déchiraient, déchiquetaient et mutilaient. La plupart des combattants qui perdirent des membres au combat ne mouraient pas de la blessure en elle-même, mais de la perte de sang ou de l'infection qui suivait. La perte de sang arrivait bien plus vite que dans les films, où les héros continuent à se battre malgré de multiples blessures. Le corps humain contient environ 4,5 litres de sang, et en perdre seulement 1 litre peut provoquer l'évanouissement. Les archives suggèrent que beaucoup de soldats se vidèrent de leur sang en moins de 5 minutes après de graves blessures. Parfois, vous ne saviez même pas que vous aviez été touché jusqu'à ce que votre vision se brouille et que vos genoux cèdent. Les blessures internes causées par des armes contondantes étaient en réalité pires que les coupures. Pas de couture à faire, juste de la douleur et de la panique. Un bon coup de masse ne casserait peut-être pas la peau, mais pourrait éclater des organes, casser des côtes ou provoquer des saignements cérébraux. Les médecins médiévaux avaient un terme technique pour ces blessures cachées, le syndrome « Oh non, il allait bien il y a 1 minute ». Toutes les blessures n'étaient pas dramatiques. Des dents volaient quand les casques prenaient des coups.
Les yeux étaient crevés par des éclats de boucliers brisés. De petites blessures qui, aujourd'hui, nécessiteraient juste quelques points de suture, devenaient mortelles à cause de l'infection. Les archives des hôpitaux monastiques montrent que pour chaque soldat mort au combat, 3 autres mouraient ensuite des infections liées aux blessures. Il n'y avait pas de médecin attendant sur le bord du champ de bataille. Le plus proche de la médecine de guerre, c'étaient d'autres soldats qui serraient des ceintures autour des membres blessés pour ralentir les saignements ou cautériser les plaies avec des pointes de dagues chauffées. Les échelles de douleur médiévales allaient de « je peux encore me battre, s'il vous plaît » tuez-moi maintenant, avec très peu de nuances entre les deux. Les hôpitaux de campagne, quand ils existaient, étaient généralement juste des tentes où les blessés étaient allongés sur de la paille. Les outils chirurgicaux n'étaient pas stérilisés. Ils étaient peut-être essuyés sur un chiffon, si vous aviez de la chance. Les taux de succès de la chirurgie sur les champs de bataille tournaient autour de 30%, et la plupart des interventions consistaient en des amputations, non pas parce que c'était toujours nécessaire, mais parce que c'était rapide. Le traumatisme mental causé par ces blessures s'avérait souvent aussi dévastateur que les dégâts physiques. Beaucoup de survivants ont décrit le sentiment de voir leur esprit se fragmenter pendant la bataille, surtout après avoir vu ou vécu des blessures horribles. Et à mesure que la bataille durait, votre esprit commençait à vous jouer des tours. Le champ de bataille médiéval n'était pas seulement un test de force physique, c'était un cauchemar mental pour lequel peu étaient préparés. À mesure que la bataille avançait, quelque chose d'étrange se produisait dans l'esprit des combattants, quelque chose que l'entraînement ne pouvait pas prévenir et que le courage ne pouvait pas surmonter. Où suis-je? Cette question hantait de nombreux combattants après seulement 10 minutes de combat. Le mouvement constant, les rotations pour faire face aux menaces de tous les côtés et l'absence de lignes de vue claires signifiaient que beaucoup de soldats perdaient rapidement leur sens de l'orientation. Sans les systèmes de communication modernes, les unités se séparaient et se désorganisaient. Des études sur les récits de bataille révèlent qu'environ 60% des soldats médiévaux ne pouvaient pas identifier la direction dans laquelle ils se trouvaient après le premier choc. Cela explique pourquoi certaines batailles se terminaient par une retraite accidentelle des deux côtés. Le jeu le plus mortel du monde, où chacun se dit « tu passes d'abord ». Est-ce que ce type est avec moi ou contre moi? Reconnaître un ami d'un ennemi devenait presque impossible une fois que le combat commençait vraiment. Bien que les armées portaient souvent des couleurs ou des symboles distinctifs, ceux-ci étaient rapidement recouverts de boue, de sang et de poussière. Dans la panique de la bataille, les soldats frappaient parfois leurs propres alliés par erreur. Les archives de la bataille de Talton en 1461 montrent qu'un soldat sur 10 parmi les victimes pouvait être tué par des forces amies, avec des centaines ou des milliers de combattants se battant dans le tourbillon du champ de bataille. Les décisions prises en une fraction de seconde avaient souvent des conséquences mortelles. Est-ce mon sang? Un moment terrifiant survenait quand vous remarquiez que vous étiez couvert de sang, mais vous ne pouviez pas savoir s'il était le vôtre, celui de votre ennemi ou celui de vos amis. Les éclaboussures de sang provenant des tueries proches pouvaient vous couvrir de la tête aux pieds, rendant impossible de savoir si vous étiez blessé sans prendre le temps de vérifier, tant que vous n'aviez pas quand quelqu'un essayait de vous écraser le crâne. Beaucoup de combattants ont décrit l'expérience surréaliste d'être trempés de sang sans être blessés, tandis que d'autres ne remarquaient pas des blessures graves avant de se sentir faiblir à cause de la perte de sang. Je frappe maintenant, ou je continue à me baisser. Les décisions de combat devenaient presque automatiques à mesure que la bataille avançait. L'esprit conscient n'était pas assez rapide pour traiter l'information et prendre des décisions réfléchies. Au lieu de cela, les combattants s'appuyaient sur la mémoire musculaire et l'instinct. Les exercices d'entraînement répétés encore et encore prenaient le relais. Comme une routine de danse que ton corps se souvient, même quand ton esprit devient vide. Ceux qui survivaient aux batailles rapportaient souvent ne pas avoir de souvenirs précis des actions qu'ils avaient entreprises. Leur corps se battait pendant que leurs esprits partaient ailleurs. C'est comme quand tu rentres chez toi et que tu réalises soudainement que tu ne te souviens pas des 10 dernières minutes du trajet.
Sauf qu'au lieu de rater un virage, tu as peut-être poignardé 7 personnes. Le cerveau humain n'était tout simplement pas conçu pour supporter le stress du combat médiéval. La peur, la rage et la confusion se succédaient pour guider les comportements, avec peu de place pour la réflexion stratégique. Des études modernes sur la façon dont le cerveau traite le stress extrême montrent que les fonctions cognitives supérieures se fermaient sous la menace, ne laissant actives que les instincts de survie les plus basiques. Pour les combattants médiévaux, cela signifiait que leurs tactiques de bataille soigneusement planifiées cédaient souvent la place à des réponses primales en quelques minutes. Tu commencerais à frapper des formes plutôt que des personnes. À mesure que la fatigue et le stress s'accumulaient, la vision pouvait se réduire à un tunnel. Au lieu de voir des individus entiers, les combattants réagissaient uniquement aux mouvements et aux formes basiques. Un éclat de métal, un flou de couleurs, quelque chose qui venait de la gauche. Ami ou ennemi devenait sans importance dans cet état. Si ça se déplaçait vers toi, tu frappais. Les archives des survivants des batailles médiévales mentionnent systématiquement cette étrange déconnexion, où d'autres humains arrêtaient de ressembler à des humains et devenaient juste des menaces ou des obstacles. Après assez de minutes de surcharge sensorielle, le corps se mettait en mouvement tout seul, tandis que les pensées devenaient simplement un bruit de fond. Les psychologues du combat moderne appellent ça l'esprit de bataille, un état où l'action précède la pensée consciente. Dans cet état modifié, les combattants rapportaient se sentir déconnectés de leur corps, comme s'ils se regardaient se battre à distance. Le temps s'étirait ou se comprimait, certains soldats se souvenant de minutes de combat que des témoins disaient avoir duré des heures, ou d'heures qui passaient en ce qui semblait être des instants. Cette désorientation mentale rendait la bataille encore plus chaotique qu'elle ne l'était déjà. Et quand cela devenait trop insupportable, beaucoup choisissaient l'unique option qui avait en fait tout son sens. Les livres d'histoire glorifient les dernières résistances. Les films montrent des soldats héroïques se battant jusqu'à la mort. La réalité, c'est que la plupart des soldats médiévaux adoptaient une approche plus sensée. Quand ça devenait trop dur, ils fuyaient. Les archives de bataille montrent qu'environ 40% des armées médiévales fuyaient avant que le combat n'atteigne son apogée. Cela n'était pas vu comme une honte par les soldats ordinaires. La honte venait des nobles et des chevaliers qui avaient une réputation à protéger. Les combattants paysans suivaient le principe « j'aimerais bien revoir ma famille ». Les fantassins médiévaux avaient un dicton « le cimetière est plein de héros ». La taverne est pleine de couards. Les batailles se terminaient souvent parce qu'un côté paniquait en premier. Une fois que quelques personnes commençaient à fuir, cela créait un effet domino. La bataille de Hastings a connu plusieurs moments où les forces saxonnes ont rompu, fui, se sont regroupées et sont revenus avant le dénouement final. Beaucoup de combattants feignaient la mort, simulaient des blessures ou suppliaient pour leur vie lorsqu'ils étaient acculés. Certains se cachaient derrière des chevaux ou des chariots. Un soldat français survécut en se cachant à l'intérieur d'un cheval mort pendant des heures. Ce n'était pas exactement l'histoire héroïque que l'on raconterait à ses petits-enfants. Fuir avait ses propres dangers. Les camarades pouvaient vous abattre pour désertion, et courir avec une armure lourde était épuisant. Beaucoup de chevaliers ont été capturés simplement parce qu'ils manquaient de souffle après une centaine de mètres. Ceux qui réussissaient à s'échapper comprenaient vite que la victoire n'était pas une question de gloire. C'était bien plus simple que ça. Lorsque nous pensons à la victoire dans les films de guerre, on voit des soldats acclamants, des drapeaux flottants et des discours héroïques. La réalité médiévale, bien moins digne d'Instagram. Si vous étiez encore debout quand la poussière retombait, félicitations. Vous aviez gagné. C'était à peu près le seul critère de victoire. Pas de cérémonie élaborée, pas de médaille. Juste un soulagement profond de ne pas être encore mort. C'était essentiellement le jeu de chaises musicales le plus mortel du monde. Quand le combat s'arrêtait, ceux qui étaient encore debout remportaient le prix de la survie. Aucune acclamation dramatique n'éclatait à la fin des batailles. La plupart des survivants étaient trop épuisés, blessés ou traumatisés pour célébrer. Les champs de bataille après le combat étaient des endroits étrangement silencieux.
où les combattants s'asseyaient simplement là où ils se trouvaient, trop épuisés pour parler. Le cri typique de victoire n'était pas « Hurrah », mais plutôt « Merci Dieu que ce soit fini ». Est-ce que quelqu'un a de l'eau? Et peut-être une nouvelle paire de pantalons sans du sang d'un autre dessus. L'immédiat après-bataille se concentrait sur des choses pratiques. On essuyait le sang de son visage, espérant que ce n'était pas le sien, et on vérifiait les blessures que l'on n'avait pas remarquées. On cherchait ses amis et on ramassait les armes utilisables sur le sol. La liste des choses à faire après une bataille médiévale était simple. Membres encore attachés, jambes qui marchent, amis, certains manquants, ennemis, beaucoup manquants. Dans l'ensemble, une bonne journée. Le champ de bataille devenait un marché de la grimace après le combat. L'armure précieuse était arrachée aux morts, peu importe de quel côté ils se battaient. Même les bottes étaient prises sur les cadavres, si elles semblaient mieux que les vôtres. Les programmes de recyclage médiévaux étaient sacrément en avance sur leur temps. Rien ne se perdait, surtout si c'était brillant ou encore bien aiguisé. On célébrait en buvant tout alcool disponible pour engourdir à la fois la douleur physique et mentale. Un chroniqueur anglais a noté après une grande bataille que les hommes buvaient pendant 3 jours sans interruption, comme pour essayer de noyer ce qu'ils avaient vu dans des gobelets de bière. Les fêtes de victoire médiévales n'étaient pas des « nous sommes les champions », mais plutôt « aidez-moi à oublier tout ça grâce à la magie de la fermentation ». Les tentes médicales se sont rapidement remplies de blessés. Les hôpitaux de campagne avaient des taux de mortalité entre 25 et 50%. Les salles d'attente médiévales n'avaient que 2 catégories. Peut-être vivra et probablement non. Votre catégorie dépendait largement de si le chirurgien avait suffisamment dormi la veille. Les séquelles physiques persistaient pendant des jours. Des ecchymoses apparaissaient là où vous ne vous souveniez pas d'avoir été frappé. Le sommeil venait difficilement, interrompu par des mouvements brusques pour bloquer des attaques qui n'étaient pas là. Rien ne dit « guerrier accompli », comme frapper l'air en dormant et accidentellement donner un œil au beurre noir à son conjoint en combattant un ennemi qui est mort depuis 3 ans. Et quelque part dans la boue, un casque brisé reposait de travers sur un bâton. Les champs de bataille médiévaux étaient rarement nettoyés. Ils se recouvraient simplement de végétation, avec parfois des morceaux de métal qui refaisaient surface des siècles plus tard. Ce que les films appellent la victoire était en réalité juste le début d'une autre sorte de lutte. Une lutte menée non contre les ennemis, mais contre la douleur, la perte et la connaissance de ce que les humains pouvaient se faire les uns aux autres lorsqu'ils étaient ordonnés à combattre.